On va voir si c'est la même chose pour vos concurrents, peut-être, même pas, de GRDF. J'appelle Bertrand de Singly. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous donner les objectifs pour dire quand est-ce qu'il y aura 100%. Je pense que c'est une vraie question, c'est une question extrêmement intéressante. Je vais commencer par un petit mémo historique. Je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant de se replonger sur l'histoire pour dire que côté gaz, on est en train de vivre notre troisième révolution. Donc évidemment, c'est à la mode, la troisième révolution. On part au 19e siècle avec un usage du gaz qui se fait pour l'éclairage, qui a été après remplacé par des objectifs, d'autres systèmes d'éclairage. Je pense que c'est l'illustration du phare ce matin extrêmement intéressante, de montrer que les usages évoluent dans le temps, même si ça prend un peu de temps. Donc, et le réseau, il est venu à ce moment-là pour répondre à ces besoins d'éclairage, notamment en zone urbaine. Et il y a eu, dès le 19e siècle, la mise en place des réseaux qui sont devenus très vite, pour des raisons évidentes, des monopoles. Alors, après le gaz, il a été produit de différentes façons. Je pense qu'aussi dire un mot. Donc il y avait deux types de technologies, le gaz issu du bois et le gaz issu du charbon. Les deux ont comme caractéristique d'avoir de l'hydrogène et puis en plus avec le charbon, du monoxyde de carbone. Donc ça, c'est des choses qui étaient totalement acceptées. Et puis après, il y a eu une découverte. Alors, en France, c'est à la fin des années 50 dans le sud-ouest, une découverte du gaz naturel, donc dans le sous-sol. Et on s'est rendu compte que d'abord, il était, on va dire, plus propre et en plus beaucoup plus économique. Et comme les réseaux étaient déjà là, la révolution du milieu du XXe siècle, ça a été de mettre en place des infrastructures de transport. Où il y avait juste dans les villes des infrastructures de distribution pour les usages urbains. Et puis en plus, il a fallu connecter les grands objets, donc pour les sources d'approvisionnement France ou à l'étranger, ou les bateaux. Et puis ce qui est en train, parallèlement, il y avait encore des usines de gaz de ville, puisque la dernière usine, elle a fermé en 70 ou 71 à Belfort. Donc ces processus qui sont extrêmement longs. Bon, moi, je ne m'en souviens pas, parce que je suis né après 1970, mais les choses se transforment. Et puis ce qui est nouveau dans le paysage depuis un peu plus de 5 ans, c'est qu'en France, on a une production locale de gaz renouvelable. Et donc je vais revenir un peu sur cette troisième révolution pour dire qu'on est au début de cette révolution. Ça fait juste 5 ans. Donc 5 ans, c'est extrêmement court quand on regarde les échelles de temps. Et puis aussi dans l'échelle du temps de l'énergie, les objets ont une durée de vie importante. Donc souvent on pense aux actifs de production électrique quand il y a des débats politiques, mais les actifs de réseau, c'est des actifs qui durent plus de 50 ans. Donc pour une entreprise aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se projeter. Quand on pose un réseau de gaz en 2018, dans le système de régulation en France, il est amorti en 2062. Donc ça veut dire qu'on est quand même un peu obligé de se dire qu'est-ce qui va se passer d'ici 2062. Donc, notre horizon de temps, il est dans 2062, c'est après 2050, et par rapport au réchauffement climatique, on a une vraie question de comment ce réseau va accompagner la transformation de l'économie, et comme GRDF c'est en France en particulier. Alors, voilà. Donc, en début d'année, l'ADEME, avec le concours de GRT Gaz et puis de GRDF, a fait une étude pour essayer de se dire si on devait avoir 100% de gaz renouvelable en 2050, donc là on est en question. Tout à l'heure, on a parlé de biopropane en disant il y aura 100% en 2040. Là, l'ADEME s'est contenté de poser la question et si on devait avoir 100%, est-ce qu'on peut le faire? Donc la réponse c'est oui. On ne dit pas exactement comment et si c'est facile, mais la réponse c'est oui. Et il y a 3 voies de production de gaz renouvelable. La voie qui est actuellement en cours de développement, qui est la méthanisation, qui consiste pour l'essentiel à récupérer les déchets agricoles et grâce à un processus de bactéries, de transformer ces déchets agricoles en gaz. Et puis les 2 autres voies, c'est un peu le retour. Alors la deuxième voie, c'est la gazification. Donc c'est le retour au processus du 19e siècle. On prend du bois et on va le transformer à haute température en gaz. Et puis la troisième, dont on parle un peu plus dans le débat public, qui est le power to gas, qui consiste à utiliser l'électricité et à transformer l'eau, de transformer l'eau en hydrogène, voire en méthane. Donc c'est ces 3 voies-là.
Et ce qui est intéressant dans l'étude ADEME, c'est qu'elle montre que si on veut transformer le monde dans un monde totalement renouvelable, il faudra utiliser probablement les 3 voies. Alors peut-être que d'ici 2050, il y aura d'autres ruptures technologiques, mais il faut absolument investir dès aujourd'hui pour pouvoir être prêt. Donc ça, c'est le sens du message qu'on a, nous. C'est aujourd'hui, on ne peut pas attendre. Il faut regarder toutes les voies technologiques. Elles ont des coûts, évidemment, qui sont différents, qui évoluent en fonction du temps et en fonction des choix, y compris d'autres pays. Alors je vois l'heure qui passe, mais juste rappeler sur le biométhane, c'est que c'est là aussi dans la transformation, on passe d'un monde qui était un monde de consommation essentiellement urbain, puisque la différence du biopropane, le gaz, il couvre 70% de la population, mais dans des zones plutôt denses, et la production de gaz renouvelable, elle se fait plutôt aujourd'hui en milieu rural. Donc il y a une question de transformation, et du coup, le biométhane, c'est un acteur de tous les territoires, puisqu'il va véhiculer, enfin, le réseau va véhiculer le gaz des territoires ruraux, pour faire simple, aux territoires urbains. Donc par rapport à toutes ces problématiques qui se posent de transfert de richesses entre les zones rurales et les zones urbaines, c'est une très très bonne illustration de la réflexion d'intégration de l'énergie dans les territoires. Donc là, c'est pour vous donner quelques chiffres. Donc là, c'est des chiffres qui sont très modestes. La carte, ne vous inquiétez pas, c'est les régions au sens de GRDF, donc ça ne correspond absolument à rien, mais on est en train de changer. Il y a un exercice de transformation. Donc aujourd'hui, il y a une 60aine de sites qui injectent du biométhane en France. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais ça a doublé depuis l'année dernière. Donc on est dans des processus de croissance extrêmement forts. Et puis, nous, on ambitionne d'atteindre un objectif de la loi qui est de 10% en 2030 de gaz renouvelable. On pense qu'on peut l'atteindre bien avant, à condition d'y mettre les moyens et de collectivement s'inscrire dans cette dynamique. Donc la capacité de production actuelle de gaz renouvelable, pour donner un ordre d'heure, c'est de l'ordre de 1 TWh. 1 TWh, il y a 500 TWh à peu près de gaz consommé. Donc on est à 1 sur 500 et on veut passer à 10% dans quelques années. Mais la dynamique est là, on y croit. Et puis, là aussi, sur les ordres de grandeur, émissions de CO2, la France a à peu près 300 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Le gaz, dans la partie réseau, va transporter, en tout cas véhiculer aujourd'hui, ce qui va représenter pour 1/3 de ces émissions. Donc il y a une vraie urgence, si on veut diminuer les émissions de CO2, une des façons les plus efficaces, c'est que d'abord de faire l'efficacité énergétique, donc améliorer l'efficacité des objets qui utilisent le gaz. Et puis le deuxième vecteur, c'est de réduire l'empreinte carbone du gaz. Donc il y avait des chiffres tout à l'heure qui étaient mentionnés. Nous, on estime que le gaz naturel, on est de l'ordre de 230 grammes de CO2 au kilowattheure, et le biométhane, on passe à 23. Donc on divise par 10. Donc après, vous faites le calcul. Si vous vouliez diviser si vous remplacez tout le gaz naturel par du biométhane, vous passez de 100 millions de tonnes de CO2 à 10 millions de tonnes de CO2. Après, vous me dites pourquoi on ne le fait pas tout de suite. D'abord, il faut déployer, c'est des objets industriels, donc ça ne se fait pas juste d'un claquement de doigts. Puis deuxièmement, l'économie revient assez vite, c'est dans le débat un peu d'hier matin, ça coûte un peu d'argent et souvent quand on veut prendre une décision, on regarde combien ça coûte et puis on se dit finalement on pourrait peut-être le faire l'année prochaine ou dans 5 ans quand ça sera d'autres personnes en charge. Donc ça c'est un vrai enjeu, c'est à partir de quel moment on n'a pas le choix de le faire. Je vais parler de 2 sujets sur lesquels nous on investigue et qui transforment le réseau de gaz. Donc un sujet qui est un peu technique, mais j'en dis un mot. Le réseau, donc il était monodirectionnel. Aujourd'hui le gaz il vient des points frontières, donc 40% de Norvège et puis après d'autres pays. On va passer d'un gaz qui vient de points frontières, ou soit par gazoduc, soit par bateau, à un gaz produit localement. Et donc le réseau, il faut le faire fonctionner dans l'autre sens. Donc là, on est en train de développer le premier démonstrateur en Bretagne et en Pays de la Loire pour que le gaz puisse repartir dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que le gaz, il est produit de façon continue par les agriculteurs, mais on le consomme plutôt l'hiver. Et donc, puis on ne consomme pas forcément exactement l'endroit où il est produit. Donc il faut pouvoir utiliser le réseau. Et donc, il faut mettre en place des objets pour que le réseau fonctionne dans les 2 sens. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les transporteurs pour utiliser le réseau de façon différente. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà. Et puis le deuxième travail sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est l'intégration de l'hydrogène, soit de façon directe dans le réseau,
soit par recombinaison avec du carbone pour faire du méthane de synthèse. Et donc là, on a une expérimentation en cours à côté de Dunkerque qui a démarré au mois de juin, qui consiste à injecter jusqu'à 20% d'hydrogène dans le réseau. Et donc on veut regarder quels sont en situation réelle, quel est l'impact. Et on continue par ailleurs à réfléchir sur l'économie de l'hydrogène pour l'intégrer directement ou indirectement dans les réseaux. Merci pour cet exposé très éclairant.